Bienvenue et bonjour Frédéric Valletoux. Bonjour Sonia Barbouk. Et merci de votre présence et votre grande interview ce matin sur CNews et Europe 1. Vous êtes le ministre délégué en charge de la santé et de la prévention. Monsieur le ministre, le Parlement réuni en congrès hier a donc inscrit la liberté garantie d'avoir recours à l'avortement dans la Constitution. Beaucoup y ont vu un moment historique. Comment vous l'avez vécu plus personnellement? Je l'ai vécu avec beaucoup de fierté et sans doute comme un moment historique aussi. C'est-à-dire un moment, d'abord, on l'a vu au résultat, presque un moment d'unité nationale où les votes très largement se sont portés pour voter cette inscription. Des discours empreints pour la très grande majorité de beaucoup de hauteurs de vue, quels que soient les orateurs. Et donc un moment effectivement où la nation semblait soudée derrière cette idée de faire passer des étapes supplémentaires, de donner des droits supplémentaires aux femmes, une reconnaissance. Et donc j'ai été très marqué par la gravité, la solennité, mais aussi avec beaucoup de fierté, j'étais marqué par ce moment. Unité, dites-vous, avez-vous été surpris par le changement de vote de certains, y compris les sénateurs? Est-ce que certains même vous ont évoqué les raisons de ce changement, de cette nouvelle conviction? On a vu la droite sénatoriale évoluer ces dernières semaines, avant le vote au Sénat déjà, et avant le vote encore jusqu'à hier. Certains évoquaient, au-delà, j'allais dire, il n'y a pas eu de consigne de parti, mais au-delà, j'allais dire, de l'élan du parti auquel ils appartenaient, l'élan premier, c'est-à-dire finalement beaucoup de distance vis-à-vis de cette réforme, évoquaient plutôt des considérations personnelles, des compréhensions à travers des discussions personnelles de leurs entourages, finalement de l'enjeu au-delà du symbole, de ce que ça représentait aussi à un moment où effectivement on le voit dans beaucoup de pays, le droit à l'avortement, la liberté de pouvoir recourir à l'IVG n'est finalement et parfois une liberté fragile. Et donc cette volonté de l'inscrire dans la Constitution, finalement, a aujourd'hui fait consensus et je m'en félicite. Et maintenant, Frédéric Valletoux, par exemple, qu'en sera-t-il de la clause de conscience des professionnels de santé? Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, a assuré que les médecins conserveraient cette liberté de conscience, la liberté donc de refuser de pratiquer une IVG. Notons, je tiens à le préciser, que certains médecins, tout en étant évidemment pour l'IVG, sont, j'allais dire, réticents par rapport au délai de 14 semaines. Est-ce que la constitutionnalisation change la donne? Ça ne change absolument pas la donne. Comment vous pouvez le garantir ce matin? Je le garantis parce que le délai, je veux dire, la liberté qui est celle du médecin restera une liberté d'appréciation, une liberté de conscience qui lui est propre et ça ne change en rien le fait qu'on puisse garantir l'accès effectivement à cette liberté d'accès à l'IVG. Donc de ce point de vue-là, ça ne change rien. Il faut que les médecins se rassurent et ceux qui ont regardé de près la question le savent très bien. Ils pourront continuer, pour ceux qui étaient réticents ou ne souhaitaient pas faire cet acte avant, pourront continuer à l'exprimer de la même manière malgré après, malgré la constitutionnalisation. Monsieur le ministre, la Constitution, j'allais dire, n'écrase pas, entre guillemets, cette liberté de conscience. Elle ne pourra pas être un jour mise elle n'écrase pas elle n'écrase pas les libertés de conscience. Elle assure simplement dans la hiérarchie des normes du droit une protection supplémentaire à cette liberté donnée pour les femmes, mais ça ne change en rien l'approche des médecins, l'approche médicale et l'éthique qui est celle des médecins en conscience personnelle pour eux. Alors, autre point, Frédéric Valletoux, comment s'assurer de l'accès à l'IVG partout dans notre pays? Je voudrais préciser qu'en Gironde, par exemple, certaines femmes n'ont pas accès à l'IVG faute de médecins la pratiquant. Alors, c'est le cas aussi de certaines zones rurales. Quelles sont ce matin, très concrètement, vos propositions ou vos annonces à ce sujet? C'est vrai que constitutionnaliser ce principe, c'est un pas majeur, on l'a dit. Mon travail à moi maintenant, ça va être de garantir l'accès à l'IVG partout sur le territoire dans des conditions de sécurité qui soient et de qualité des soins qui soient la même pour toutes les femmes. Et donc, on a déjà ces derniers mois travaillé, et notamment au-delà du délai qui a été allongé, en permettant notamment qu'on puisse obtenir par téléconsultation des ordonnances pour les IVG médicamenteuses, ce qui n'était pas le cas. Ça a changé en 2022, mais au-delà de ça, ce que je voudrais dire ce matin, c'est qu'on a signé un arrêté qui permet d'augmenter de 25% l'acte d'IVG, que ce soit un IVG par voie médicamenteuse ou un IVG chirurgical,
l'acte augmenté de 25%, c'était une demande de la profession, des sages-femmes, mais pas seulement, de l'ensemble des soignants qui pratiquent cet acte. C'est un acte qui n'avait pas augmenté depuis 2016 et c'était une revalorisation qui était logique, qui était travaillée depuis quelques semaines et depuis 2 jours, l'acte a été revalorisé. Donc ça, c'est le premier point. Ça, revaloriser les actes, aussi en particulier pour les sages-femmes. Je voudrais préciser, Monsieur le Ministre, par exemple, le tarif d'une IVG, comme on dit, entre guillemets, instrumentale à l'hôpital, avec anesthésie générale et une hospitalisation, disons, d'une nuit, s'élève à 800... Ça va être de 830 €, c'était 660 €. Et une consultation pour une IVG médicamenteuse qui était à 200 € passe à un peu plus de 250 €. Donc on a une application de 25% de l'augmentation de l'acte qui était attendue. La deuxième chose, c'est que on a donné la possibilité en 2022 aux sages-femmes de pratiquer et même des IVG chirurgicales. Aujourd'hui, le décret qui permettait de préciser la manière dont on exerce cet acte ne me satisfait pas et ne satisfait pas non plus aux sages-femmes parce qu'il a été entouré d'un certain nombre de précautions ou en tous les cas de conditions. De la présence d'un médecin spécialiste, d'un orthogénie, d'un gynécologue obstétricien. C'était surtout une consultation préalable avec un médecin, donc ça revenait, j'allais dire, à ne pas changer beaucoup les choses et à ne pas permettre de faire monter en responsabilité les sages-femmes qui ont toute compétence pour pratiquer ce type d'acte. Donc je remets à la concertation cet arrêté, je vais le reprendre avec bien sûr les professionnels, autant les représentants des sages-femmes que bien sûr les obstétriciens, les gynécologues obstétriciens, de manière à ce qu'effectivement on puisse donner une vraie délégation de responsabilité aux sages-femmes, ce qui permettra aussi de mieux assurer l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Pour être précis, vous allez réécrire ce décret, donc je le précise quand même, évidemment les sages-femmes sont habilités à mener, mais il est vrai que ce décret précise, en consultation, je suppose, après, d'être accompagné d'un médecin spécialiste. Pourquoi ne pas abroger ce décret C'est ce que je dis, quand je dis je le réécris, c'est qu'on va l'abroger pour le réécrire, et on va le faire très vite dans les prochaines semaines, de manière là aussi à donner du corps à la délégation de tâches. On est dans un grand mouvement, on en parlera peut-être dans le système de santé, où on souhaite faire monter en compétences autour des médecins, sous la responsabilité des médecins, à côté des médecins, mais on souhaite faire monter des professionnels qui peuvent venir prendre en charge pour certains actes et pour certains types d'interventions les patients, de manière aussi à mieux répartir la charge, à dégager du temps médical pour les médecins. Concernant les IVG, c'était vrai de cette volonté du Parlement de confier aux sages-femmes des missions, des responsabilités nouvelles. À l'arrivée, le montage administratif n'est pas satisfaisant, et donc on va réécrire dans les prochains jours cet acte. Voilà pour l'annonce. Monsieur le ministre, le fait aussi que le nombre d'IVG ne cesse d'augmenter en France, est-ce que ça vous interroge et est-ce que vous avez une explication pourquoi autant aujourd'hui d'avortements dans notre pays ? Alors, j'ai pas d'explication. Là aussi, il faut essayer de tempérer ce fait. Le nombre d'IVG avait beaucoup baissé pendant le Covid, et ce qui avait un lien, sans doute, inévitablement, avait beaucoup diminué. Donc, c'est vrai que si on le regarde par rapport à ce qu'étaient les chiffres de 2020, 2021, 2022, on a cette impression, tout d'un coup, d'un bond. Mais quand on regarde plutôt sur le long terme... J'ai regardé sur une quinzaine d'années, oui, quand même, ça augmente, vous avez raison, mais ça n'est pas une augmentation massive. Donc, voilà, c'est sans doute un fait de société qui fait que, effectivement, il y a plus d'IVG. C'est aussi peut-être le fait que, c'est la société qui évolue, et sans doute il faut aussi pousser le recours, et c'est pour ça que le président de la République l'avait décidé, au préservatif, c'est-à-dire effectivement en le rendant gratuit, permettre effectivement que on n'aille pas forcément jusqu'à un IVG, mais qu'on se protège avant. Et voilà. Plus largement, Frédéric Valletoux, vous ne cessez de dire, là, sur un plan plus large, qu'il y a plus de moyens qui ont été mis pour la santé sous les 2 quinquennats d'Emmanuel Macron, mais les urgences, et là c'est plus large, et ça dépasse évidemment ces 2 quinquennats, mais quand même, les urgences sont débordées, nos hôpitaux sont entêtés, le système risque, vous le savez bien, l'effondrement, en croire certains spécialistes. Ce matin, vous l'avez entendu sur Europe 1, nous avons reçu Claudine, c'est la fille de cette patiente dont on avait parlé, de 85 ans, je le dis pour nos téléspectateurs de CNews et auditeurs d'Europe 1. Cette patiente qui a été retrouvée morte dans une benne à ordures des urgences de l'hôpital d'Aix. Cette femme devait être surveillée, prendre évidemment ses traitements. Elle était atteinte d'une forme de démence. Vraiment, je pense qu'on est tous d'accord, ceux qui nous écoutent, regardent ce qu'a décrit sa fille est révoltant.
est indigne dans ce pays ou ailleurs, et encore plus en Bien France. sûr. Comment expliquer qu'on puisse arriver à ça? J'ai entendu son intervention sur vos ondes, et effectivement, c'est un drame terrible. C'est un drame terrible, et moi j'ai une pensée pour la famille, pour la fille qu'on a entendue, mais au-delà pour l'ensemble de ses proches, parce qu'effectivement, on ne s'attend pas à mourir à l'hôpital, et sans doute encore moins aux urgences. L'hôpital, c'est l'endroit où on prodigue du soin, et on le fait, on le sait, et les personnels le font avec professionnalisme, et souvent beaucoup d'humanité, et les Français savent que quand ils vont à l'hôpital, ils croisent des gens qui se démènent, au-delà, je le redis, de leur qualité professionnelle, pour accompagner ce moment où on est si fragile. On leur rend hommage, mais Claudine, dans son témoignage, a décrit l'inverse, c'est-à-dire des personnels qui ont abandonné. Après, ce qui est vrai, et il faut regarder les choses avec lucidité, c'est que les urgences aujourd'hui ont vu leur fréquentation doubler en une vingtaine d'années, 25 ans, et 21 millions de passages aux urgences par an, ce qui est invraisemblable, ce qui est énorme. C'est aussi l'endroit où l'on va parce que la lumière est allumée, et aussi parce que sans doute on ne trouve pas assez, de prise en charge dans la médecine de ville ou ailleurs. Et beaucoup de gens vont aux urgences alors que peut-être ils n'auraient pas à y aller, parce que si jamais effectivement le premier recours était mieux organisé. C'est une des intentions qu'on a, et d'ailleurs Gabriel Attal l'a dit dans son discours de politique générale, à travers les services d'accès aux soins, de mieux réguler l'arrivée aux urgences, de manière à ce qu'effectivement ceux qui vont aux urgences sont les gens qui ont besoin, effectivement, par définition, de soins urgents. Vous venez, pardonnez-moi, d'évoquer la médecine de ville. J'ai une question précise. Si la médecine de ville peut parfois éviter ou disons raccourcir les hospitalisations et soulager, c'est un grand mot, l'hôpital, pourquoi par exemple ne pas revaloriser les infirmiers? Je sais qu'un déplacement, c'est 2,75 € le déplacement, au lieu de laisser par exemple développer les plateformes. Reconnaissez que c'est un peu... C'est pas la meilleure des qualités quand même. Je suis là depuis depuis 3 semaines, et j'ai déjà vu. Non, mais vous avez raison. Et j'ai déjà vu l'ensemble des syndicats infirmiers libéraux, de manière à ce qu'effectivement on regarde l'affaire aujourd'hui du rôle et de la place des infirmiers. Plus généralement, il y a la question, effectivement, vous l'avez dit, il y a la question financière, budgétaire, de l'accompagnement financier, mais il y a aussi la question, effectivement, on le disait tout à l'heure à propos des sages-femmes, du rôle et de la place dans un système de santé dont on voit aujourd'hui qu'il évolue et qu'il va continuer à évoluer dans les prochains mois, les prochaines années. Et donc c'est une discussion un peu large qu'on a ouverte, et je leur ai promis des réponses assez rapidement. Donc j'espère sur ce chantier-là, sur des infirmiers et infirmières, et notamment, je ne méconnais pas la question, je ne mets pas de côté la question financière, de pouvoir leur donner des solutions. Donc évidemment, éventuellement sur la question financière, il pourrait y avoir cette revalorisation. De revenir en arrière, mais sur le sujet de l'accès aux urgences, je veux simplement dire que là où les services d'accès aux soins qu'on a monté avec la médecine libérale dans aujourd'hui une 60aine de départements, là où on a un peu de recul, c'est-à-dire des dispositifs qui existent depuis près de 2 ans environ, eh bien on voit les résultats, c'est 10 à 30% de moins de fréquentation aux urgences, parce que l'orientation téléphonique permet, pour certaines personnes, évidemment pas tout le monde, mais pour certaines personnes, de mieux les orienter, c'est-à-dire de les orienter vers des rendez-vous le jour même ou le lendemain vers la médecine de ville. Je rappelle que la médecine de ville joue déjà un rôle important en matière de permanence des soins. 40% des médecins généralistes participent à la permanence des soins, c'est-à-dire le soir, le week-end. Il faut qu'on pousse ce chiffre un peu plus loin, et ça on le fera non pas par la coercition, mais on le fera en discutant avec eux. Et moi je souhaite effectivement qu'on ait une discussion très franche avec l'ensemble des opérateurs de soins. On a remis le taux de garde obligatoire pour les cliniques au mois de décembre. Ça va aussi soulager les hôpitaux, et pour ça on doit l'organiser dans les prochaines semaines. Je ne peux pas citer s'il y a des cas poignants qui font mal au cœur. Je voudrais quand même revenir rapidement sur le témoignage de Youmoussa. Sa fille Anissa aurait eu 25 ans cette année, prise de douleur à la poitrine. J'ai entendu ça aussi, oui. Elle a été transportée au centre hospitalier de Saint-Denis, en banlieue parisienne, et les médecins la renvoient chez elle, monsieur le ministre. Et j'ai entendu, moi, cette expression de mort évitable. C'est affreux, des morts. Et vous savez, bien sûr que toute mort est évitable, mais alors, cette jeune femme, 25 ans, qui est renvoyée chez elle, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Il y a une enquête, évidemment. Il y a une enquête, comme il y a une enquête, bien sûr, à Aix-en-Provence, comme il y a une enquête après le dramatique suicide qui a eu lieu aux urgences psychiatriques de Toulouse. Donc, vous savez, l'hôpital, c'est une organisation complexe, très complexe, qui accueille de plus en plus de monde, inévitablement. Mais sachez que chaque incident grave est examiné, fait l'objet d'un retour, fait l'objet d'une analyse, un peu comme dans l'aérien, où chaque incident est fait l'objet, effectivement, d'une analyse pour
pour sécuriser toujours plus les process, les organisations. C'est ce qui est fait. Il y a 7000 incidents graves qui ont été répertoriés entre 2017 et 2022. C'est la Haute Autorité de Santé ramasse l'ensemble de ces données, si on peut dire ça comme ça, de manière à les analyser, en tirer des conséquences, à la fois pour les établissements eux-mêmes, là où l'incident a eu lieu, mais au-delà, pour l'organisation des hôpitaux. Le souci de la sécurité, il est majeur. Et quand on regarde les millions et millions de Français qui passent chaque année dans les hôpitaux, inévitablement, même si c'est choquant, heurtant et quelque part ça semble totalement incongru, inévitablement on arrive parfois effectivement à des drames malheureux. Il y en a eu quelques-uns ces dernières semaines. Il y en a eu par le passé. Moi, j'ai été 10 ans président de la Fédération hospitalière de France. J'ai bien, enfin voilà, on a eu à d'autres époques, dans d'autres hôpitaux, dans d'autres régions, des drames absolus et qui sont toujours choquants. Je le redis parce que l'hôpital, c'est normalement un lieu, et c'est un lieu où effectivement on prodigue du soin avec humanité. Malheureusement, il arrive parfois effectivement des drames. Il faut regarder avec lucidité ces drames et surtout demander les enquêtes, c'est ce que j'ai fait dès qu'elles sont nécessaires. Bien sûr. Dernière question, l'hôpital c'est peut-être aussi le grand malade, on espère qu'il ne soit pas le grand cadavre à la renverse, c'est votre principale mission, est-ce qu'elle est impossible? Vous n'avez pas l'impression d'être Sisyphe avec le rocher face aujourd'hui à un effondrement potentiel de notre système? C'est un sujet complexe qu'il faut redonner confiance à l'ensemble des acteurs du soin, privés, publics, voilà, tous les acteurs du soin. On a besoin de tout le monde pour relever effectivement le niveau de ce système de santé auquel les Français sont profondément attachés. C'est mon souhait. Quand on regarde financièrement, les gouvernements ont plutôt accompagné, ont augmenté de 60 milliards depuis 7 ans les moyens du système de santé en général, des dépenses de santé en France. Il faut sans doute continuer. Il faut regarder effectivement comment on peut sauver l'essentiel. Et dans l'essentiel, c'est à la fois une médecine de ville qui joue son rôle de premier recours, qui joue son rôle effectivement très important dans le système de santé, parce que l'essentiel des consultations se fait là. Et c'est aussi, bien sûr, un hôpital qui soit vaillant dans ses missions. Merci Frédéric Valtou. C'était votre grande interview ce matin. À bientôt, bien sûr. Merci.